il va s'asseoir. Mais avant qu'il ne s'asseye, mesdames et messieurs, nous allons ensemble chanter l'hymne de la victoire. L'hymne du titanien, ce hymne qui fait trembler les dictateurs, ce hymne qui sera la cause de notre victoire. On va commencer ensemble avec le titanien, l'hymne de la victoire. Contre la périllon qui a Alors, mesdames et messieurs, vous avez effectué les déplacements de tous les 4 horizons de l'Afrique, depuis le Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, jusqu'aux différentes provinces du continent pour écouter le bon qui se bat. Mais avant de lui passer la parole, comme le dit un adage africain, avant de savourer la moindre qualité, il faut avoir l'unité de saluer le don qui avait dans le fruit de l'art. Et à très justice, nous allons saluer la présence également de jeunes leaders qui, depuis longtemps, sont sur le terrain pour mener le combat et qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette soirée ait lieu. Et je vais vous demander d'applaudir pour Hervé Ouattara qui, tellement que le mouvement a été lancé, n'a pas hésité à le prendre à la peine. Et aujourd'hui, il est encore avec nous pour mener le combat. Et quelles que soient les divergences politiques qu'on pourrait avoir, comme le dit l'adage, les chiens peuvent se détester, mais dès qu'ils voient le loup, ils s'unissent. Voici pourquoi nous n'allons pas davantage nous diviser devant la France, nous n'allons pas davantage nous diviser devant le néocolonialisme. Nous allons nous unir pour le côté hors de notre continent. Et lorsqu'on va finir, on va s'asseoir pour la guerre en famille. Et juste après, Hervé Ouattara, je vais vous demander encore une fois de plus d'applaudir pour la PCPF à travers son représentant, par d'applaudir Augustin qui est ici ce soir. C'est vraiment d'arracher pour que le grand moment ait lieu. Et juste après, Paolo d'applaudir Augustin de la PCPF, je vais vous demander d'ovationner très fort pour quelqu'un que vous connaissez tous, responsable de du parti de la et président le restaurant de Gaïa, bien une personne. Je vous dis qui a été intronisé il n'y a pas longtemps de cela, et comme symbole du fait qu'aujourd'hui, les anciens doivent avoir l'humilité de se réchimer pour donner la place à la jeunesse, Hervé Ouattara a compris qu'il ne pouvait pas, quel que soit ce qu'il a pu apporter à ce mouvement, rester éternellement. Et donc, il a cédé la place au jeune frère Mamadou Diallo qui est ici avec nous ce soir, pour qui je vous demande également d'applaudir.
Mesdames et messieurs, pour tous ceux qui sont ici présents, nous n'avons pas eu la chance de connaître Sankara. Nous avons entendu parler de son histoire, et si nous avions été tous là, peut-être que nous n'aurions pas reçu la chance à ce boulot de connaître leur forfaiture. Et la meilleure manière de rendre hommage à Sankara, c'est de pérenniser son œuvre. Et celui qui le présente aujourd'hui, qui est le plus grand héritier de Thomas Sankara, est avec nous. Il s'agit bien évidemment de Kémy Séba. Nous devons l'accompagner et le soutenir. Nous devons porter son message. Nous devons être là pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Et c'est pourquoi vous allez effectuer le déplacement également pour être avec nous ce soir. Et on va lui passer la parole. Et je sais que beaucoup d'entre vous nourrissent l'envie de l'écouter. Comme on le dit, quand le genou est là, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Permettez-moi de m'arrêter ici pour passer la parole à défenseur de notre cause, le plus grand militant, qui a refusé le prix par Most Influential People of Africa, qui a dit que le combat aujourd'hui n'est pas encore gagné et donc on ne peut pas célébrer des gens qui sont encore au combat. Et donc je vais lui passer la parole sous l'autorisation d'oubli. Merci. Alors on va passer la parole à notre grand frère bien-aimé, Kémy Séba. Alors, donc, c'est une date assez sacrée et c'est un mouvement assez solennel. Sankara est né ce jour. S'il vivait, il aurait 70 ans. C'est tellement important que Kémy a souhaité que nous donnions la parole au peuple à travers ces relais médiatiques. Il est plus normal pour nous de remettre la parole aux médias ici représentés et au fur et à mesure Kémy livrera le propos essentiel. Merci infiniment mon frère. Que la paix soit sur vous tous. L'Afrique libre la mort. L'Afrique libre la mort. Je ne vous entends pas. L'Afrique libre la mort. Ainsi soit-il. Et salutations aussi aux services de renseignement français qui sont dans cette salle. J'espère qu'ils peuvent écouter attentivement aujourd'hui. Comme l'a dit mon très cher frère Bayala, nous allons aujourd'hui inaugurer un nouveau processus de meeting. Suivant la maïotique du grec Socrate, pour une fois on va citer un occidental, nous allons nous servir des questions des médias locaux, des valeurs médias, pour en même temps tenir une allocution auprès du peuple et auprès de toutes celles et ceux qui nous suivent à travers les médias aujourd'hui ou les réseaux sociaux en direct. Après toutes les questions qui seront posées par les médias auxquelles j'aurai répondu, il y aura une allocution globale, parce que le but de notre présence aujourd'hui, on va l'expliquer d'ici peu de temps, dès que les premières questions des médias seront posées. Emmanuel Macron est venu dans la capitale de la France-Afrique, en Côte d'Ivoire. Kémy Séba vient dans la capitale du panafricanisme, le Burkina. Nous n'avons pas choisi ce jour au hasard. Ce meeting qui nous voit connaître une salle remplie à rapport a été prévu en à peine 5 jours, 6 jours. Alors que généralement, on a toujours coutume de dire que pour qu'un meeting soit rempli ici, il faut qu'il soit préparé une semaine à l'avance. Mais ceux qui pensaient que nous ne serions pas capables de remplir cette salle oublient que la jeunesse révolutionnaire du Burkina Faso est une jeunesse qui est prête à mourir. Nous avons choisi cette date parce que c'est la date de naissance de celui qui est notre père, de celui qui est notre grand frère, de celui qui est la voie à suivre. Et notre façon de le célébrer, ce n'est pas simplement d'allumer des cierges, d'allumer des bougies, ou de contempler un tableau à son effigie. Notre façon de l'honorer, c'est de combattre les forces qui l'ont fait assassiner auparavant et les forces. Et donc, nous allons donner la parole à tour de rôle aux médias pour qu'ils nous interrogent sur les raisons
de notre venue, notre objectif politique précis et ce que nous pensons de la situation du Sahel, du G5 Sahel, des prétendus présidents de cette région qui sont en réalité des personnes présidées par d'autres. Et après quoi, nous rentrerons dans le vif du sujet. Donc nous donnons la parole aux médias, je vous demande de les applaudir s'il vous plaît. Merci. Alors, ça sera tout le rôle. Ceux qui ont des questions à poser, vous allez poser des questions et les grands frères répondre directement. Merci. Les médias prioritaires. Monsieur le Président, je donne ta question rapidement. Ok, merci. Je suis Yamego Alain. Je travaille pour le site d'information toutinfo.com. Ok, je dois toutinfo.com. C'est un site d'information en ligne. Ok, merci. Ma question, tout le monde la devine déjà, c'est la lutte que Kémy Séba et la jeunesse africaine a entreprise pour demander le départ des forces armées françaises dans le Sahel. Justement sur cette question, on a entendu la plupart des présidents concernés de cette situation et la tendance, on la connaît, c'est le refus, même s'ils n'ont pas dit ouvertement, quand même on a suivi un peu les uns et les autres. On pense que ce départ des forces armées françaises, ça ne sera pas pour demain. Alors, est-ce que la façon sur laquelle les choses vont, est-ce que Kémy Séba va essayer d'orienter la lutte d'une autre manière afin que l'objectif recherché puisse être atteint? Voici la question que je voudrais poser. Merci. Merci pour la question. Merci absolument. On va répondre question par question pour aller le plus vite possible. La question que tu poses, mon très cher frère, sous-tend que l'objectif que nous souhaitons ne serait pas forcément atteint. Nous allons être très clairs. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, que des présidents africains se sentent obligés de se justifier auprès des sociétés civiles africaines sur la présence française, cela a été du domaine de l'impossible. Aujourd'hui, suite à nos mobilisations, et quand je dis nos mobilisations, je parle de la mobilisation de toute la jeunesse africaine, sous l'influence certes de l'urgence panafricaniste, mais aussi sous l'influence de toutes les forces qui sont déterminées à agir contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ces efforts conjugués ont fait que tous les présidents africains en exercice de cette région se sont obligés systématiquement de se justifier sur la présence des forces coloniales françaises. Aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à un point où le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est senti obligé de menacer une nouvelle fois les présidents du G5 Sahel en leur demandant qu'ils clarifient leur position vis-à-vis du sentiment anti-français. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un cycle de l'histoire où nous sommes plus proches de la rupture que du commencement de ce colonialisme-là. Les mobilisations conjuguées, les actions simultanées répétées, non pas à distance des clowns qui vous demandent de loin de risquer votre vie mais qui ne risquent rien pour vous, mais de ceux qui sont sur le terrain, qui sont prêts à saigner leur vie pour agir, pour que notre peuple puisse être libre. Ces actions simultanées ont fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent un prétendu sentiment anti-français n'a jamais été aussi puissant depuis la période des indépendances. Et ce n'est pas un sentiment anti-français en réalité, c'est un sentiment anticolonialiste. C'est un sentiment qui refuse, qui réfute la présence de forces militaires françaises sur notre continent, alors que ces mêmes forces françaises, lorsqu'elles ont des attentats de Daesh et de l'État islamique, ne demandent pas aux forces américaines de venir s'installer sur leur sol. Bref, c'est ce que je dis. Je suis d'accord. Ils vous disent qu'ils viennent pour rétablir la paix et la sécurité, et que c'est leur devoir. Mais lorsque Daesh attaque systématiquement, l'État islamique attaque systématiquement des endroits stratégiques en France, est-ce que vous avez vu la France demander à l'armée américaine de venir sur place et de stationner du côté de la Tour Eiffel, de stationner du côté de
parce que la France est un État qui déclare être un État souverain. Mais il est intéressant de souligner que Macron a le principe de souveraineté à géométrie variable. Lorsque c'est pour parler de sa souveraineté, il n'appelle personne à venir le soutenir. Mais lorsque c'est pour les Africains, il ne demande pas si les Africains veulent être soutenus, il vient s'installer parce que la vraie raison, c'est laquelle? Tout le monde sait que la France ne vient pas pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Quand même, soyons un minimum sérieux. Quand vous lancez une entreprise, si vous prenez des conseils, vous allez prendre des conseils d'une entreprise qui a déjà réussi. Vrai ou faux? Mais la France est partie en Centrafrique. Est-ce qu'elle a résolu le problème, justement, des guerres qu'il y avait là-bas? Oui ou non? La France est partie en Syrie. Est-ce qu'elle a résolu le problème de la Syrie? Oui ou non? La France est partie en Libye. Est-ce qu'elle a réussi à régler le problème en Libye? Alors pourquoi voulez-vous qu'on demande à une entreprise qui a raté tout ce qu'elle a fait? Qu'elle vienne nous donner des leçons sur comment nous protéger alors qu'elle n'est même pas capable de se protéger elle-même? Que Macron s'occupe de son foyer. Macron n'est même pas capable de s'occuper de nos camarades. Et ça, c'est la preuve aussi que nous ne sommes pas anti-français, parce que ce sont nos camarades, ce sont nos frères de lutte, les gilets jaunes que je vous demande d'applaudir aujourd'hui. Macron n'est même pas capable de gérer les gilets jaunes qui bloquent Paris, qui bloquent la France chaque week-end. Et il veut nous dire à nous qu'il va s'occuper des troupes de l'État islamique. Et d'ailleurs, il faudrait enquêter pour savoir si ce sont véritablement les troupes de l'État islamique ou si ce sont des mercenaires payés par l'État français. C'est une question qui serait temps pour nous. Pour répondre à ta question, je dois placer un contexte, mon cher frère. Auparavant, pour justifier, après la période des prétendues indépendances qui en réalité ne sont jamais arrivées, pour justifier la présence française en Afrique, ils ont inventé une guerre contre les forces communistes. Et donc, les bases militaires françaises à l'époque étaient là pour préserver un certain nombre de territoires du péril socialiste, du péril communiste, avant l'effondrement du mur de Berlin, parce que le communisme aujourd'hui, depuis l'effondrement du mur de Berlin, lui aussi est une problématique néolibérale et n'est en aucun cas quelque chose qui nous permet de régler la problématique du globalisme néolibéral économique. Il faut qu'on puisse le préciser aussi, mais j'y reviendrai plus tard. Ces forces communistes étaient combattues, soi-disant en apparence, mais le problème de la France, c'est qu'elle avait besoin de justifier sa présence pour faciliter l'accès aux ressources. Après l'effondrement du péril communiste, ils ont inventé la nouvelle problématique du terrorisme, quelque part islamiste. Et ils nous disent que partout où ils vont, ils luttent contre ce terrorisme-là, mais généralement partout où ils sont, le terrorisme tue. Partout. Et le terrorisme devient de plus en plus violent. Au départ, le terrorisme a arme A. Quand la France arrive, ils ont arme B, C, D, E, F, G. Ils ont toutes les armes possibles. Mais ils nous disent qu'ils luttent contre ça. Et dans le même temps, ils facilitent la présence de ces bases militaires-là. Cela facilite l'accès aux ressources minières de nos pays. C'est ça la seule et unique raison pour lesquelles les bases françaises militaires sont présentes sur notre continent. Et face à ça, vous avez tous entendu les déclarations du président fou, Issoufou, du président du Niger. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse preuve de clarté. Parce que Issoufou, parce que ce que Issoufou n'ose pas dire en plein jour, ou Issoufou n'ose pas dire au président Macron, c'est que la veille de notre arrivée au Niger, il a envoyé des émissaires conseillers aux affaires sociales pour nous rencontrer et pour nous convaincre d'aller dans son camp parce
capable de le dire. Il faut qu'on le précise, et je le dis à la presse, il pourra le reconstruire. Donc quand ils sont avec le peuple, ils soulèvent la jupe, mais quand ils sont avec la France, ils se déshabillent complètement. À un moment, on pourra choisir le peuple. C'est l'heure de briser les tabous aujourd'hui. Issoufou a déclaré que les personnes qui critiquent la présence française n'ont pas le courage eux-mêmes de risquer leur vie sur le front contre le péril de l'État islamique, sponsorisé par les forces néocoloniales occidentales. Eh bien, qu'est-ce que nous avons dit de manière stratégique? Parce que j'ai vu certains nègres sormonards complètement aliénés nous dire que vous ne réfléchissez pas quand vous dites ça, c'est trop dangereux, mais ne comprenez pas que chaque mot que nous posons est un mot pensé. Nous avons déclaré que puisque M. Issoufou déclare que ceux qui critiquent la présence française ne sont pas prêts à risquer leur vie sur le front, nous avons dit, nous autres, qui n'en panafricanistes, que nous sommes prêts, s'il le faut, pour élargir la demande du président Kaboré, qui avait demandé à des volontaires de s'inscrire dans l'armée, que nous sommes prêts à être formés militairement, nous sommes prêts à être formés militairement. Nous autres, civils, volontaires, panafricanistes, pour apporter notre aide substantielle, quelle qu'elle soit. Que ce soit une aide sur le terrain de l'enseignement, que ce soit une aide sur le terrain de la contre-information, ou que ce soit une aide sur le terrain d'être, pour les meilleurs d'entre nous, sur la ligne de front. Comme nous avons énoncé ça, nous ne l'avons pas fait de manière suicidaire, mais parce que nous voulons mettre le président Issoufou dans ses responsabilités, parce qu'il ne va pas pouvoir justifier éternellement, je dis bien éternellement, la présence française en disant que les Français font ce que les Africains n'osent pas faire. C'est faux! Les Africains sont prêts à défendre leur peuple depuis des siècles, mais on ne laisse pas la population, la jeunesse africaine, s'organiser pour défendre nos nations. Est-ce pas ce que je dis? On affame nos armées, on les désarme complètement, et après on leur dit allez au front. Et dans le même temps, l'armée française surarmée n'est pas capable elle-même d'endiguer un problème. Eh bien, nous disons que nous autres, volontaires de la société civile, nous autres militants panafricanistes qui ornons cette salle, et toute la jeunesse panafricaniste qui nous regarde actuellement, nous leur disons que si les autorités du G5 Sahel ne prêtent pas oreille aux demandes de la jeunesse africaine qui veut lutter contre le terrorisme exogène et endogène. Et quand je dis terrorisme exogène, je ne parle pas simplement de l'État islamique, je parle de la République française qui est le plus grand terroriste sur le monde. Je parle aussi des terroristes endogènes que sont nos présidents africains, qui sont très forts pour mitrailler, pour tirer sur la population, mais qui sont toujours faibles pour lutter contre les forces extérieures. Quand vous voyez un petit comme Macron qui a mon âge, qui est capable de faire qui est capable d'entraîner les présidents africains à faire du twerk devant lui, à faire du paparama devant lui, je me demande si ces présidents sont des présidents africains ou s'ils sont des esclaves volontaires de la planète française. Donc, pour conclure la réponse à ta question, je dirais simplement, mon frère, quelle est l'orientation politique qui est la nôtre face aux étapes que nous connaissons à l'heure actuelle? Nous le disons, 2020 sera une année à la fois politique, à la fois de discipline civile, une année de formation théorique, militaire, économique, sur un certain nombre de terrains. Et nous avons beaucoup d'alliés qui sont prêts à nous accueillir si les autorités africaines ne sont pas prêtes à nous aider pour nous organiser, pour défendre nos populations. Et qu'il soit clair, si on tend la main aux dirigeants africains et qu'ils ne prennent pas cette main, ils feront eux aussi partie des forces qui nous cibleront demain quand il parlera. Merci. On va prendre une autre question par ici. Non, il y a la presse. La presse. Bonsoir. Je suis Jean Ismaël Nabolé de Bourkina24.com. Voilà. Bon. Le début de ma question a un peu été pris en compte. Il s'agit des problèmes internes. Voilà. À chaque fois où vous mettez un peu la pierre à la France, vous avez un peu bossé par rapport aux dirigeants qui souvent ne sont pas aussi internes que cela. Nous avons par exemple ici au Burkina une situation, nous sommes dans une transition.
il y a eu... On a eu un premier ministre, en l'occurrence Isaac Zida, qui est militaire, formé, mais actuellement qui est en fuite, qui est au Canada. Voilà. Déjà, que pensez-vous de cette situation? Et est-ce que vous pensez que nos armées actuellement sont capables d'indiguer ce phénomène de terrorisme? Merci pour cette question, mon cher frère. Alors je précise d'emblée que nous sommes les premiers à ne pas dire que tous les problèmes viennent de la France. Parce qu'il y a un proverbe que notre ONG répète toujours, qui est qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de le dire aussi. Il faut qu'on le précise. Et c'est pour ça que nos présidents africains nous persécutent de cette façon. C'est parce qu'ils savent que nous les ciblons en priorité. Et même la France que nous combattons nous attaque moins, ou du moins nous attaque moins directement que les présidents africains, nous devons le préciser. Mais en ce qui concerne les corps constitués des armées, Thomas Sankara disait qu'un soldat qui n'a pas la connaissance de soi et la connaissance du monde dans lequel il est installé est un criminel en puissance. Eh bien, nous répétons, à contrario, qu'un soldat qui a la connaissance de lui-même et une connaissance géostratégique et géopolitique affûtée est un guerrier de son peuple en puissance. Vous avez parlé du président Isaac Zida. C'est à la population du Faso de déclarer quel est son point de vue sur ce dernier. Mais je vais quand même donner mon point de vue. Le président Kaboré qui m'avait reçu l'année dernière, mais qui a eu trop peur de me recevoir cette année. Il faut le dire. L'année dernière, c'était ah oui, il faut que je rencontre M. Seba. Mais cette année, depuis que Macron, le petit Macron, a tapé sur la tête de nos papas, tout le monde marche comme un robot et se tait. Il faut qu'on puisse le dire. Donc, M. Kaboré, vous verrez sans doute cette vidéo, je suis triste que vous puissiez être téléguidé par un petit qui a l'âge de votre fils. Et donc, pour continuer la réflexion, M. Isaac Zida est en fuite, vous l'avez dit. Il est en fuite, ou alors certains voudraient peut-être l'éteindre pour des raisons qui sont endogènes, qui ne me regardent pas. Mais il y a une chose qui est certaine. Je constate à l'heure actuelle que si vous n'avez pas une main de fer, vous ne pouvez pas diriger le Burkina Faso et protéger le Faso contre les forces coloniales exogènes. C'est un premier point. Et le président Roch-Marc Kaboré aujourd'hui est une passoire politique. Il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Il n'a pas le courage de défendre son peuple comme il le devrait. On doit le dire. Et donc soit le président Kaboré durcit le ton, retrouve ses testicules, et reprend les journalistes, n'ayez pas peur, parce que je vous vois terroriser quand je parle, vous n'allez pas perdre au boulot. Il faut dire la vérité à ces dirigeants. Soit le président et ce président retrouvent ses testicules, ou alors même les autres candidats qui sont contestés seront des candidats beaucoup plus crédibles que ce dernier. Il faut que Kaboré réfléchisse très rapidement à cela. Et je vous le dis, c'est malheureux qu'un criminel politique, quelqu'un que je considère comme l'un des pires hommes que l'Afrique ait connu ces dernières années, même M. Compaoré, qui est l'un des plus grands traîtres de l'histoire africaine, et il faut le dire, l'un des plus grands traîtres. On dit que le jour où il mourra, il faudra le respecter comme un mort. Même mort, je ne le respecterai pas. Même ce plus grand traître est plus capable de protéger le Burkina Faso que Kaboré. Kaboré doit réfléchir à cela. Cela signifie que Kaboré est devenu un gruyère, est devenu une passoire, et que tout le monde vient persécuter le Burkina Faso sans aucune protection, aucune.
Parce que celui qui est à la tête de notre État n'a pas le courage de prendre ses responsabilités. Et donc je le dis.